Alors merci déjà de m'avoir accueilli et de m'avoir proposé de me joindre à cette manifestation. Sur le fond, donc, j'interviens ce matin sur les lieux physiques et le numérique cet après-midi, mais mon approche, moi, est juridique. Je suis professeur de droit à l'Université d'Orléans, qui doit être a priori le centre du monde parce que ça fait les 2/3 ou presque des interventions de ce matin. Je suis juriste, donc je vais vous donner une approche qui sera très particulière et qui va essayer d'appréhender la sacralité, les lieux, la mort, sous cet angle un petit peu particulier. Alors je précise également que mes domaines de spécialité se situent en droit civil, bioéthique, mort, patrimoine aussi, succession, mais tout cela pour dire que je suis plutôt ce qu'on appelle privatiste pour le droit et non pas publiciste, et les publicistes, eux, vont s'occuper plus de l'urbanisme, si je veux me tourner vers les questions architecturales, alors que les privatistes, eux, se tourneront plus vers les questions de construction et d'habitation. Alors pour l'approche que je vous propose de suivre, en réfléchissant à ce sujet, la difficulté pour les juristes va être dans la multiplicité des critères. Alors, la multiplicité des critères dans le sens où on va avoir différents paramètres qui vont intervenir et qui vont compliquer juridiquement la question parce que il y a des approches à chaque fois pointues. On sait que les juristes sont connus pour être pointillistes, légalistes, pinailleurs, et je vous laisse pour toutes les déclinaisons que vous pourriez avoir en tête. Alors c'est pas gentil, mais c'est vrai. Donc je me tape dessus. Mais nous allons chercher à essayer de mettre un petit peu d'ordre dans la multiplicité des idées qu'on pourrait avoir. Alors pour excuser le pinaillage des juristes dont nous sommes coutumiers, je voulais vous proposer une petite balade mortuaire juste avant le déjeuner pour s'ouvrir l'appétit. J'aime bien faire de l'humour noir aussi, je suis désolée pour ceux que ça choque. Cette balade mortuaire pour essayer d'exposer les difficultés auxquelles on peut être confronté. Alors je vais partir d'un présupposé qui n'est pas une évidence, il nous faut un mort. Alors je vais me proposer, je vais mourir. En réalité, on verra cet après-midi qu'on n'a pas toujours besoin d'un mort et on pourrait, en évoquant très rapidement les cénotaphes, on peut d'emblée, architecturalement pour le sacré, ne pas avoir de mort. Mais on va simplifier déjà, je vais supposer que nous avons un mort. Alors je viens de mourir, alors dans cet amphithéâtre, c'est un mauvais choix parce qu'il va falloir très rapidement déplacer mon cadavre. C'est gênant, il y a le respect que vous devez à mon cadavre et il va falloir que la société s'occupe de mon cadavre. Il va falloir le déplacer, l'emmener dans un endroit frais. Alors déjà, il fait frais dans cette salle, mais là, il va me falloir rapidement une chambre mortuaire. Il va falloir, pour des raisons de non-décomposition du cadavre, et on va attendre la décomposition, mais on va la limiter dans le temps, il va falloir le déplacer. Il va falloir aussi respecter mon individu, mon ancienne personne, et donc on va aller dans un endroit, une morgue ou une chambre mortuaire. À partir de ce moment-là, on va aussi avoir des questions de surveillance. La police va se dire pourquoi est-ce qu'elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé. C'était Martin qui surveillait trop le timing et qui trouvait qu'elle prenait trop de temps, donc qui l'a tuée. Donc il va falloir quand même vérifier les conditions de la mort. Est-ce que c'est une mort naturelle ou est-ce qu'on a un peu aidé la nature ? Vous comprenez pourquoi je fais ces petits humours, c'est pour dire qu'on va avoir des lieux ou des interventions de tiers sur ce cadavre. Alors, on va s'apercevoir que la mort est naturelle, que Martin n'y est pour rien, et il va falloir que ma famille commence à s'occuper de ce que mon corps va devenir. Donc doucement, on va se diriger vers le funérarium. Et on va essayer de prévoir la dernière demeure vers laquelle je suis censée me diriger, ou vous êtes censé me diriger, parce que je ne suis plus tellement active, et on va voir ma famille notamment intervenir pour décider du lieu et de comment on va
trouver cette dernière demeure. Alors il y aura aussi des étapes religieuses, si éventuellement il y a une étape de cérémonie, de célébration religieuse, qui n'est pas obligatoire, mais ensuite la question juridique qui va se poser, c'est ce corps qui est bien gênant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors les juristes sont très binaires, on s'est compté que jusqu'à 2, donc on a proposé 2 options. L'alternative est vraiment binaire, ou bien il va y avoir crémation de mon corps, on évite de dire incinération, même si pour moi je trouve que le terme marche aussi, crémation ou alors inhumation. Il n'y a que ces 2 possibilités en France. Ça veut dire que tout ce qui serait cryogénisation, aquamation n'est pas accepté en France. Maintenant qu'on a opté pour l'un des 2, il va falloir déposer soit mon corps dans un cercueil en inhumation, soit mes cendres quelque part. Et là, on verra d'autres options, on y reviendra tout à l'heure. Donc vous voyez, rien qu'avec cette petite balade mortuaire que je viens de vous proposer, on a eu des étapes, des intervenants un petit peu différents et des problématiques juridiques que j'ai essayé de faire apparaître qui vont être liées à ce que l'on a un corps. C'est notre problème principal, c'est le corps. En revenant à ces éléments de base, on va avoir des questions qui vont se poser et on va avoir une lecture de parcours de la mort dans un premier temps. Ça sera notre grand A et ensuite on regardera plus précisément la dernière demeure. Mais rien que les parcours de la mort, vous l'avez vu avec cette progression que j'ai essayé de faire, vont être un peu différents et surtout, j'ai essayé de faire intervenir des personnes différentes. J'ai mentionné doucement la famille, j'ai évoqué un peu le religieux, j'ai aussi montré la place de la police ou de la société. Tout le monde a son mot à dire sur ma mort. Les cloches s'en mêlent. On va remettre la cérémonie religieuse, si vous voulez bien, un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on s'occupe un petit peu de mon corps. Donc on a tous ces chemins du mort qui interviennent. Et je vais commencer par les bases qui vont être trouvées en droit civil qui peut nous retenir et qui pourtant est fondamental. J'espère que ça ne perturbe pas trop la transcription. Cette période du droit civil va nous conduire à l'analyse de la personnalité juridique. Cette personnalité juridique, elle est fondamentale pour nous en droit. J'ai parlé d'un corps, j'ai parlé d'une personne. Quand je vous parlais, avant de mourir, je suis une personne, j'ai la personnalité juridique. Cette personnalité juridique, en droit, on va la faire apparaître avec la naissance. Dès qu'une personne naît vivante et viable, cette personne qui avant était un embryon, on peut avoir des fausses couches, on n'aura pas de personne. Si je nais vivante et viable, je suis dotée de la personnalité juridique. Si j'ai la personnalité juridique, eh bien j'entre dans la sphère juridique et je vais avoir des droits et des devoirs, des droits et des obligations, mais j'aurai aussi des protections. Je vais vivre, mais je vais aussi mourir, obligatoirement. Quand je meurs, vous sentez pourquoi j'ai voulu insister sur la personnalité juridique, à l'instant où je meurs, je perds cette personnalité juridique. Et si j'ai autant insisté pour prendre l'exemple sur moi, c'est parce que maintenant je vais devenir triviale. Je ne suis plus, je suis morte, il va falloir constater, un médecin devra constater que je suis vraiment morte. Je peux avoir eu un arrêt cardiaque, une cessation respiratoire, je ne suis peut-être pas véritablement morte. On va faire appel à un médecin pour vérifier que je suis vraiment morte, parce que juridiquement, on va basculer. Si je meurs, je ne suis plus une personne, je n'ai plus la personnalité juridique, je ne suis plus qu'un cadavre, et c'est là qu'on voit apparaître cette summa divisio, cette division fondamentale que les juristes font entre la personne et la chose. Je viens en un clin d'œil, en une seconde, quand je suis morte, même si j'ai mis beaucoup de temps à mourir, au moment où je suis déclarée morte,
je ne suis plus une personne. Je n'ai plus de droits. Je n'ai plus d'obligations non plus. Je n'ai plus de droits. Mais ça veut dire aussi que mon corps, parce que c'est celui-là qui nous embête depuis le début, devient un cadavre, donc une chose. Une chose, c'est cet appareil, c'est un gobelet, c'est cette table. La chose, elle a tout un régime juridique qui s'applique à elle et qui est complètement différent du régime juridique de protection qu'on va accorder à une personne. Ce qui fait que pour nous, juridiquement, le passage de la vie à la mort est fondamental. Parce que la personne, je la protège, je lui accorde des droits, je surveille les atteintes à sa vie privée, à sa dignité. La chose, en revanche, je vais reprendre un gobelet jetable, elle n'a pas de droit. On va regarder ce que le propriétaire de la chose peut avoir comme droit éventuellement. Le propriétaire du gobelet peut le détruire, le jeter, l'oublier, le maltraiter. À partir du moment où je parle de cadavre, on va être un petit peu gêné. Le gobelet, on va voir la limite de la comparaison. Le cadavre, juridiquement, c'est une chose, je le réaffirme. Mais c'est une ancienne personne humaine. Et on va demander à la société et aussi aux survivants de bien traiter ce cadavre qui est une ancienne personne. Alors il y a aussi toute la logique du sacré et ou de la religion, on dissocie les deux, qui vont faire attention à ce qu'il n'y ait pas une profanation de la tombe, un mauvais traitement du cadavre, mais le droit, lui, y voit une chose. Mais une chose, et vous sentez que là, le droit commence à déraper un petit peu dans sa logique binaire, il y a les choses, il y a les hommes, et c'est bon, j'enchaîne. Là, il va être un petit peu gêné, il se met lui-même des limites pour ne pas permettre tout et n'importe quoi sur cette chose qui est une ancienne personne. Alors ce cadavre, il va nous gêner à plus d'un titre, mais c'est peut-être une bonne chose dans notre analyse d'aujourd'hui. Alors on a tout un ensemble de droits qui vont intervenir autour de la gestion de cette mort et ou de ce cadavre. Et le droit et la société, le droit est en fait le reflet normé, pourrait-on dire, des règles posées par la société. Le droit va essayer de gérer toutes ces étapes, toute cette situation à laquelle il est confronté aujourd'hui, et il va faire interagir différentes règles. Alors parmi les règles prioritaires, il y a le code de la santé publique. Parce que mon cadavre, il y a une bonne clim ici, mais même s'il y a une bonne clim, ça ne suffira pas. Il y a la dégradation inéluctable du corps. Et ça, dans une logique de société, il va falloir qu'on envisage des lieux pour limiter, les cloches sont toujours là, pour limiter cette décomposition ou qu'elle ait lieu dans un cadre qui ne soit pas dangereux en logique de contamination ou autre, ni en gêne. Alors le Code de la santé publique va s'en occuper, va surveiller, on a vu toute la balade mortuaire que mon cadavre, il va beaucoup se déplacer, on va faire attention à toutes ces étapes. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'hébergement de mon cadavre. Le Code général des collectivités territoriales, qu'on abrège CGCT, c'est un peu long sinon, lui, il va s'occuper du cimetière, notamment, et de la gestion du cadavre dans la ville. Il va dire qui a le droit de prendre des décisions sur ce cadavre, comment est-ce qu'on va organiser la mise en bière, comment on va transporter le cercueil d'un département à un autre, est-ce qu'on peut surveiller l'acheminement jusqu'à la dernière demeure. Tout cela va être géré par le CGCT et surtout le cimetière. Je vais simplifier avec le cimetière l'étape finale, on l'espère, de mon corps. On sait aussi qu'il y aura des étapes qui ne seront pas complètement finales. Alors tout le monde ne va pas au Panthéon, je ne crois pas être appelé à aller au Panthéon, mais on voit avec ces exhumations qu'on peut déplacer tardivement un corps après plusieurs années. Mais j'ai voulu vous faire ressentir les difficultés juridiques auxquelles on est croisé. On a aussi le Code de l'action sociale et des familles qui va intervenir. On a un gros problème, on vieillit. On a des EHPAD. On a de plus en plus de personnes âgées qui vont aller finir leur vie
dans les EHPAD. Les EHPAD doivent avoir une chambre mortuaire distincte de la chambre funéraire. Et le Code de l'action sociale et des familles va gérer notamment, pas que les EHPAD, hein, c'est un point seulement parmi ces dispositions, en disant qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes âgées dont la vocation est de terminer plutôt dans la chambre mortuaire. On sait que c'est leur dernière demeure vivante que cet EHPAD. Donc c'est trivial, mais c'est du réalisme. Et on aura tout un ensemble de dispositions pour savoir comment gérer tout cela. Alors, avec cette présentation, on a des étapes, un déplacement du corps, on a des problématiques juridiques. Vous allez le transposer notamment avec des problématiques architecturales et de lieux à concevoir autour de tout ce parcours. Est-ce qu'on promène le corps partout dans la ville ou est-ce qu'on essaye de recentrer et d'avoir un lieu du souvenir où on mettrait beaucoup de choses? Il faut qu'on y mette notre funérarium, notre EHPAD éventuellement, notre lieu religieux, si jamais on veut permettre des célébrations. Il faut qu'on puisse y mettre également des accès pour la police, pour qu'elle puisse vérifier qui est dans le cercueil, parce que ça fait partie de nos petits problèmes. Je suis morte, on va m'enterrer, il y a la mise en bière, on veut vérifier que je suis bien dans ce cercueil, que le cercueil n'est pas vide, ou alors qu'on n'a pas mis quelqu'un d'autre à ma place. On avait un petit mort sur les bras, on ne savait pas comment s'en débarrasser, on l'a mis dans mon cercueil, ce qui n'est pas juste, parce que moi, je ne sais pas trop ce qu'on va faire de moi. On va aussi avoir parfois des intrus. On va mettre 2 personnes dans un cercueil. On serre un petit peu, le mort se plaint pas trop. Donc tout cela, c'est une problématique qui implique une surveillance de la police, d'un officier de police au moment de la mise en bière. On a besoin de vérifier ces choses-là. Alors, les cloisonnements que je viens de décrire vont être, pour la transposition en logique de lieu du souvenir, parcours de la mort, des contraintes que l'on devra prendre en compte. Alors, on ajoute à cela d'autres questions qui vont être liées aux hôpitaux. Ça a été rappelé tout à l'heure, on ne naît plus ni ne meurt chez soi. Dans la très grande majorité des cas, on va naître et mourir à l'hôpital. Donc, on a des lieux, c'est la mort qui va m'intéresser plus que la naissance, dans une très grande majorité statistique, j'ai besoin d'avoir des chiffres aussi, l'hôpital sera un lieu de mort. Donc, j'aurai un transport du corps, parce que la morgue, c'est bien, mais elle a ses limites en capacité de stockage. On est trivial, hein, on est obligé de le rester. Ensuite, je vais avoir à respecter une différence monumentale. Toutes les personnes qui viennent à l'hôpital sont le reflet de la société et de ses différentes approches, religieuses ou non. Et il va y avoir des chapelles au sein de l'hôpital. On va avoir des traitements, ça a été évoqué tout à l'heure, lorsque la personne vient de mourir, avant l'ensevelissement, tout ce qui va être recouvrir le corps d'un linceul, je vais prendre le terme linceul de façon non connotée, il y aura des rituels qu'il faudra respecter. Eh bien, l'hôpital, ce n'est pas son travail. L'hôpital est là pour soigner, il a ses limites, je viens de mourir, mais il va falloir respecter ces rituels. Et là, le droit revient en demandant le respect des différences religieuses, une non-atteinte à la dignité de la personne, beaucoup de points qui vont être difficiles à gérer au sein de l'hôpital, mais il faudra prévoir une chapelle neutre, pas de signes religieux, pas d'affectation particulière, et à côté de ça, on a parfois des chapelles qui ont une affectation religieuse. Donc tout cela est pensé et réfléchi à l'hôpital. Si j'ai une vieille chapelle historiquement qui serait chrétienne, on va même préciser catholique, est-ce qu'un protestant peut y être hébergé? Est-ce qu'on pourrait faire une petite cérémonie, pas d'enterrement, parce que si je l'ai envisagé à l'hôpital, c'est simplement un recueillement. Est-ce que je peux envisager que des protestants disent nous on est chrétiens aussi, c'est bon, on peut venir. Et là, on aura le droit des cultes qui va s'inviter et qui va compliquer nos différentes problématiques.
Ensuite, on aura tous les lieux du souvenir à mettre en place et à organiser. J'ai marqué les lieux du repos par rapport aux lieux du souvenir. On doit distinguer, et on aura des questions, on l'a vu avec la logique mémorielle tout à l'heure, on peut avoir des lieux de mémoire qui ne sont pas rattachés à un événement, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. On n'était pas à Auschwitz, on était à Berlin. Ici, je reviens à mon corps. C'est vraiment l'élément central, parce que c'est lui qui a tout provoqué, c'est ma mort qui a tout provoqué. Mais j'aurai des étapes avec ou sans le corps, ou alors avec le corps, mais qui n'est une étape dans cette balade mortuaire qui n'est pas l'étape définitive. On aura aussi des lieux de souvenirs ou on va dire de prières qui devront pouvoir se produire à l'hôpital alors qu'il ne s'agit pas du tout d'une cérémonie funéraire. Et tout cela, c'est pour les vivants, mais au sujet d'un mort. Alors ça nous gêne beaucoup, toutes ces questions, ça nous conduit à beaucoup de difficultés. D'un point de vue juridique, on va compliquer les choses parce que je raisonne ici en droit français. Le droit français va regarder l'individu, le droit civil, le constat de la mort, la dernière demeure qu'on a en perspective, les différentes étapes, et il va aussi s'attacher à la dignité et à la vie privée. Or ici, la religion va aussi s'inviter. Alors, la religion est à dissocier bien évidemment du sacré, mais on aura une problématique supplémentaire. Et qui, si j'ai précisé que le droit français était embêté, ce qui va m'embêter, c'est qu'on est en Europe et j'aurai la Cour européenne des droits de l'homme qui va aussi s'inviter pour me dire, attendez, vous ne faites pas ce que vous voulez en France, on a un ensemble de règles et qu'on soit en Italie, en Allemagne, en France, on doit surveiller que la logique de dignité, de respect de la vie privée ou de la question religieuse soit traitée de la même façon pour des situations différentes, ce qui va compliquer à nouveau la chose, mais on s'en sort à peu près. Alors voilà déjà pour cette première partie avec ces différents éléments. Alors, j'espère ne pas trop vous avoir embrouillé, je veux signaler les difficultés que nous devons appréhender juridiquement. Et vous avez vu que ma mort, qui était toute simple, c'est un fait juridique, la mort, c'est non contrôlé, elle occasionne beaucoup de difficultés. Alors, on va espérer pouvoir s'orienter vers un peu plus de stabilité. Je vise ici la dernière demeure. On va enfin se débarrasser, plutôt vous allez enfin vous débarrasser de mon corps définitivement, on l'espère. Il y a plus de pérennité, plus de stabilité dans cette dernière étape. Mais cette dernière étape, on va la regarder d'emblée vers le cimetière. En réalité, il n'y a pas que le cimetière dans la vie. C'est la majorité quand même des lieux d'accueil de la dépouille in fine, mais on n'aura pas que des hypothèses de cimetière, même si elles sont malgré tout majoritaires. Alors cimetière, si déjà je commence à réfléchir au cimetière, j'ai différents types de cimetières. Normalement, on va réfléchir cimetière sur un terrain communal, on va réfléchir à une ville avec son cimetière. Et cette ville, elle a son cimetière, toutes les villes ont leur cimetière, mais alors il y a des villes qui sont plus ou moins bien loties. Si j'ai une petite ville, peu d'habitants et pas d'hôpital, alors là, c'est le paradis sur Terre. Dans cette ville-là, on aura une liberté de terrain beaucoup plus grande, parce que j'aurai une densité de population moindre, et surtout, je n'ai pas d'hôpital. Vous avez bien noté que l'hôpital, c'est un concentrateur de morts épouvantable dans une logique municipale. Les maires n'aiment pas avoir un hôpital chez eux. C'est bien pour la santé, mais pour la dernière étape, pour la mort, toutes les personnes qui seront mortes à l'hôpital auront vocation à pouvoir être enterrées sur le lieu où elles ont eu la mauvaise idée de mourir. Donc quand j'ai un hôpital, j'ai besoin d'avoir une possibilité d'accueil beaucoup plus importante.
Je suis morte à l'hôpital, mais j'ai pas envie de me faire, j'ai demandé juste avant de mourir, j'ai pas envie de me faire enterrer sur le lieu. Là, j'ai été emmenée tout à l'heure, après mon accident cardiaque, j'ai été emmenée rapidement à l'hôpital de Montpellier, mais je suis désolée, hormis vous, Montpellier, je connais personne. Dans le cimetière, dans ma tombe, je vais m'ennuyer, je préfère être enterrée chez moi. Donc, je ne vais pas être obligatoirement enterrée à Montpellier, et je m'en réjouis, même si c'est une très belle ville, et j'aurais demandé qu'on veuille bien transporter mon corps ailleurs. Alors je peux choisir des endroits qui me plaisent plus ou moins, il faut que je justifie d'un certain rattachement avec le lieu où je serai inhumée. Parce qu'il y a des villes qui peuvent me tenter un petit peu plus. J'imagine que Nice attirera un peu plus que Charleville-Mézières. Et donc, on aurait un peu trop de demandes si c'était uniquement subjectif. Donc, il faut que je justifie d'un lien de rattachement. C'est là que j'habitais. Ou alors, j'ai un caveau familial ou j'ai une tombe familiale à tel endroit. Donc, ça limite un petit peu les velléités. Donc, on va me transporter. Et là, j'arrive à nouveau dans un cimetière communal, cimetière qui aura une nouvelle fois ses contraintes, ses obligations pour dire, ben voilà, chez nous, ça se passe comme ça. Alors pour que chaque cimetière ne fasse pas sa petite politique, on a des règles et elles sont posées dans le fameux CGCT, le Code général des collectivités territoriales, qui va dire à toutes les communes de France, voilà comment ça se passe. Les communes auront une petite marge de manœuvre, mais dans l'ensemble, ça se passera de la même façon. On va permettre à toutes les personnes qui auraient la mauvaise idée de mourir à un endroit où elles n'avaient aucun lien et qui n'auraient pas de famille, d'être accueillies par le cimetière de cette commune. On va mettre en place des obligations. On va tenir compte aussi de la situation familiale et ou financière de la personne. Quand on a une place dans un cimetière, je fais exprès d'être vague pour l'instant, dans un cimetière, on aura une tombe. Mais en fait, on n'est pas propriétaire de sa tombe. Et ça, c'est un point qui, juridiquement, est très important. On a l'impression qu'on achète un bien. Si j'achète un gobelet, c'est mon gobelet, j'en fais ce que je veux. C'est du droit de propriété. Pour une tombe, je n'achète pas la tombe, j'achète la concession. C'est-à-dire, c'est une forme de location, on n'emploie pas ces termes, mais j'ai un droit temporaire, 5 ans minimum, d'hébergement. Je suis hébergée pendant 5 ans grâce à cette concession. Il y a d'autres délais. On peut avoir des tombes pour jusqu'à des durées très grandes, type 100 ans, nous on évite les 100 ans maintenant, mais on peut avoir aussi des concessions perpétuelles. Alors désolé pour ceux qui étaient tentés par la perpétuité pour les tombes, elle est très relative. Face à une concession perpétuelle, donc je suis toujours dans un cimetière public, la commune est embêtée, elle a de plus en plus de morts, de moins en moins de place. Et puis là, il y a cette concession perpétuelle dans laquelle je me trouve depuis 90 ans, peu m'importe, ou 230 ans si je suis très très vieille. Cette concession perpétuelle, elle est manifestement à l'abandon. Et vous avez tous vu en vous promenant dans des cimetières, si vous l'avez fait, cette tombe est réputée à l'abandon. Les membres de la famille sont priés de venir se signaler à la mairie. Traduction, si personne ne se manifeste, d'ici 2 ans, on récupère. Alors si vous avez bien suivi toute l'analyse juridique de la personne humaine qu'était mon cadavre, de son vivant, on est quand même un petit peu gêné. On a envie de récupérer l'emplacement parce qu'il est sympa et puis qu'on n'a plus de place. Je gêne, on m'a oublié, j'ai plus de famille, il n'y a plus rien. On va essayer de récupérer cette concession. Alors ça paraît logique, on va imaginer tous les humains qui existent depuis la nuit des temps. Au bout d'un moment, on aura un problème de place. Récupérer mon corps, c'est quand même juridiquement gênant parce qu'on va s'en débarrasser. Et on va mettre dans un ossuaire, on va essayer de mettre dans une sorte de fosse commune, on va essayer de faire une réduction. Si on pouvait faire une petite crémation, au lieu d'avoir un volume important, j'aurais des cendres. Ça prend beaucoup moins de place. Et donc, on essaye de développer la crémation des restes des personnes qui sont dans des concessions à l'abandon. On fait attention, parce que je suis quand même une ancienne personne humaine, on ne va pas maltraiter mes ossements qui font cling-cling à l'intérieur de la tombe.
mais il y aura tout un ensemble de règles. Et ces concessions, j'ai dit qu'elles étaient perpétuelles, perpétuelles, rendez-vous dans 120 ans si vous voulez vous battre pour ma tombe, mais en réalité, c'est la commune qui aura le dernier mot. Si elle veut récupérer, elle y parviendra, après avoir déclaré, il y a tout un process à suivre, cette tombe à l'abandon. Alors, je surveille un petit peu l'heure pour terminer. L'indivision, c'est une problématique supplémentaire. J'ai laissé de la famille. Et j'ai beaucoup de familles. Il y a des gens qui m'ont précédé dans la tombe, il y en a qui vont me suivre, et j'ai des cousins très éloignés. Tout le monde a des droits sur cette tombe, si c'est une tombe familiale. Traduction, l'indivision, c'est une sorte de démultiplication de personnes vivantes qui ont des droits présents ou futurs pour être inhumés ou présents pour faire les travaux, qui vont devenir ingérables. Juridiquement, on est assez flottant, honnêtement, sur ces questions. On va parler d'une indivision quasi perpétuelle, mais en pratique, on ne peut pas demander à 53 personnes au moment du décès, est-ce qu'elle a le droit d'être là? Vous êtes tous des personnes qui avaient des droits sur cette tombe. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'elle y vienne? Parce qu'en fait, elle n'est pas de la famille, elle est l'épouse d'un membre de la famille. Puis elle sera portée. Il va falloir surveiller ces différentes questions. Alors, je ne développe pas, mais sachez que juridiquement, c'est extrêmement problématique et on a les familles qui sont des problèmes à toutes les étapes, pour la cérémonie, au moment du décès, pour le choix du lieu de la sépulture, du type de sépulture, crémation ou inhumation. On a des contentieux sur toutes ces étapes-là. Est-ce que c'est l'épouse qui prime sur les enfants? Oui, mais il y avait remariage. Ah oui, mais alors attendez, là, il était concubin. Non, il était pacsé. Oui, mais ça change quoi? Il n'était pas marié. On se prend la tête et on n'a pas beaucoup de réponses. Je suis désolée. Et je voudrais passer, donc je signale les problèmes, je n'ai pas beaucoup de temps pour les développer, et je voudrais passer sur le dernier point, sur la propriété artistique. Alors, je n'ai même pas évoqué les cimetières privés, ils sont minoritaires. La propriété artistique, elle va être intéressante parce que, alors en tant qu'architecte, vous y êtes particulièrement sensible, on va avoir des expressions artistiques au travers des architectures qu'on va réaliser sur la tombe, la sépulture, le lieu du cimetière, on l'a vu tout à l'heure, mais on a des tas d'éléments différents. Alors j'ai précisé l'arrêt Brancusi, on va s'y arrêter un instant si vous voulez bien. C'est un arrêt récent et qui est le reflet des 1000 hésitations et problématiques qu'on peut avoir en droit. Un arrêt où les juristes se tapent dessus. Vous avez les privatistes, comme moi, qui vont dire droit civil, tatati, tatata. Vous avez les publicistes qui vont dire l'État, trésor national, monument historique, et on ne va pas du tout avoir la même lecture des choses, et on ne va pas avoir les mêmes règles de droit non plus, ce qui est très problématique. Alors cette histoire autour du baiser de Brancusi, c'est une très belle histoire, très romantique au départ. Alors sur les dates, je vais essayer de vous retrouver les dates du décès de cette personne. Elle s'appelait Tatiana Rachevskaya, elle était d'origine ukrainienne et elle est morte en 1910. Elle meurt, elle a 23 ans, c'est une triste histoire ou c'est une belle histoire. Elle s'est suicidée par amour parce que son amant est professeur, elle faisait des études de médecine, à Montpellier, et a priori envisageait une séparation. Et elle ne s'en est pas remise, elle s'est suicidée. L'amant a été fortement atteint par ce décès et a voulu que sur la tombe de sa jeune maîtresse, il était un ami personnel de Brancusi, qu'apparaisse cette sculpture. Et les parents de la jeune fille ont organisé, géré la tombe. Là, on voit qu'on n'a pas tout à fait les mêmes personnes, vous le voyez, mais ils ne sont pas trop tapés dessus entre eux en tout cas. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Et les parents de la jeune fille ont prévu la tombe au cimetière du Montparnasse et l'amant a fait installer, et à l'époque tout le monde a accepté, cette sculpture.
Brancusi, en 1910, il fait des trucs un peu originaux, bizarres. En 2005, des marchands d'art s'approchent des héritiers de cette famille, non pas de la jeune fille, mais de la famille, en disant, écoutez, si ça vous encombre, on peut peut-être vous aider à l'exporter, on aura 2 ou 3 petites idées, on vous dira après, mais on va discuter. Quelques millions d'euros à la clé derrière l'estimation de cette sculpture qui motive une demande des héritiers, à qui on a promis un bon petit pourcentage. Tout ça, c'est officieux. Et les héritiers disent au cimetière du Montparnasse, ben voilà, on voudrait faire des travaux sur la tombe, la sculpture, on voudrait la déplacer, la reprendre peut-être, on voulait vous prévenir, on va le faire. Et là, l'État dit, oh, non, ça m'intéresse, bougez pas, on touche pas. Et juridiquement, qui a des droits? Et là, vous voyez, droit privé, droit public. Vous avez le droit privé qui dit, ben c'est les héritiers des personnes qui avaient la tombe, c'est-à-dire des parents de la jeune femme. Ces héritiers ont des droits sur la tombe, sont eux qui décident ce qu'ils font de la tombe, s'ils la conservent en l'état, s'ils font des travaux. Cette sculpture est moche, je la mets de côté, j'en mets une plus sympa, en beau granit rouge ou autre. Je fais ce que je veux, si les co-indivisaires héritiers sont d'accord. Et puis vous avez l'État qui dit non, stop, on est dans un cimetière qui est un peu particulier. En plus là, on a un monument qu'on va ériger en trésor national. Donc là, l'État très rapidement a mis en place des qualifications de cette tombe parce que l'arrière-pensée, juridiquement on ne l'écrit pas, hein, c'est à l'oral, on ne gardera pas de traces. L'État dit c'est joli, c'est bien et ça vaut cher, on le garde chez nous, ici et dans le cimetière du Montparnasse. Donc, avec des qualifications juridiques, on qualifie cette sculpture de trésor national et ensuite d'immeuble de tout indivisible par rapport à la tombe. Et juridiquement, ce qui nous intéresse, c'est que la sculpture, elle existait. C'est Brancusi qui l'a fait de son côté, mais l'amant, connaissant bien Brancusi, dit « j'aimerais bien ta sculpture » et on la mettrait sur la tombe de ma maîtresse. On l'a scellée. Question juridique, est-ce qu'il s'agit d'un immeuble? Oui, ça ne bouge pas trop, ça a été fixé, ça a été scellé, et les juristes là vont dire oui, mais attendez, il y a immeuble et immeuble. Il y a immeuble par nature et immeuble par destination. Un immeuble par destination, c'est normalement un meuble, la sculpture, ça se promène, qu'on va fixer à perpétuelle demeure. Un immeuble par nature, c'est un bâtiment, c'est quelque chose qui n'a jamais été meuble. Oui, mais ça forme un tout indivisible. Et je donne la solution, je vous passe toutes les discussions, mais elles sont passionnantes juridiquement. Le Conseil d'État, en juillet 2021, vient nous dire, oh surprise, c'est un immeuble par nature. Juridiquement, je vous ai dit, on se tape dessus entre privatistes et publicistes. Non, c'est un immeuble par destination. Non, c'est un immeuble par nature. Retenons la solution. C'est un immeuble par nature, nous dit le Conseil d'État. Et ça tombe bien. Quand c'est un immeuble par nature, si j'aurais su, je n'avais pas pensé, il se trouve qu'on n'a pas besoin de l'accord des indivisaires qui sont propriétaires de la tombe. Et donc l'État peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire dire on ne touche pas, et on n'a pas besoin, on va entretenir, ah oui, vous inquiétez pas, on va l'entretenir, vous aurez des subventions, mais ça ne vous appartient pas et vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez de cette tombe et donc de cette sculpture. C'est sur un baiser que je vais vous quitter pour surveiller qu'on ne dépasse pas trop le temps. Je vous remercie.